Bonjour tout le monde. Donc, on va parler aujourd'hui des helminthias, donc les parasitoses digestives. Donc, le plan de la question, on a d'abord des généralités, ensuite la classification. Ensuite, on va passer en revue toutes les parasitoses, en commençant par les plus fréquentes, comme l'ascaridiose, l'oxyurose. Vous avez aussi l'anguillulose et l'ankylostomiase. Et ensuite, des parasitoses euh, moins fréquentes comme la trichocéphalose, l'anisakhiase. Il y a aussi les ténias, la schistosomose et les douves, les dystomatoses. Les parasitoses intestinales humaines constituent les principales causes de morbidité dans le monde par atteinte du tube digestif et ils touchent en particulier les régions pauvres et les régions tropicales. Elles ont une haute prévalence dans les pays en voie de développement, notamment les parasitoses dues au ver rond, donc les nématodes. Les facteurs favorisants de ces infections parasitaires, c'est la précarité, la paupérisation des populations, le développement anarchique des villes, le défaut d'hygiène, la promiscuité, l'éducation sanitaire qui est insuffisante, l'usage d'engrais humains donc à base d'excréments, et aussi le sida qui a contribué à l'émergence de nouveaux pathogènes, donc des infections opportunistes. Le nombre de personnes infectées par les parasites intestinaux est estimé à 3,5 milliards dans le monde, dont environ 450 millions sont symptomatiques, c'est-à-dire malades. Et donc ces malades sont constitués en majorité par des enfants, puisqu'on sait que les parasitoses touchent plus souvent les enfants. Donc, ces parasitoses sont souvent méconnus. Il n'y a pas de syndrome clinique ou de symptômes propres. Le diagnostic repose, en plus du tableau clinique, sur l'hyperéosinophilie sanguine, qui est présente dans plus de 1/5 des cas. Le diagnostic immunologique pour certains parasitoses, comme la bilharziose ou l'idatidose, et la mise en évidence de parasites ou leurs œufs dans les selles. Sur le plan thérapeutique, on dispose de multiples drogues efficaces et la prophylaxie donc, repose sur l'hygiène et l'éducation sanitaire. D'abord, donc, le parasite est un organe qui vit en partie en totalité aux dépens de son hôte. Il appartient au règne animal et se répartit en deux grands groupes. Donc, on a deux parasites, les protozoaires, donc c'est des êtres unicellulaires, mobiles comme les amibes, et les métazoaires qui sont des êtres pluricellulaires. Et donc, et entre autres, on a donc, les helminthes ou les vers. Là, on a donc deux classifications. D'abord, une classification zoologique des helminthias. Classification zoologique, on a deux, elle est subdivisée en deux groupes. Les némathelminthes, qui sont des vers cylindriques longs, à corps segmentés ou non, qui ne sont pas hermaphrodites et qui possèdent un tube digestif, comme l'ascaris, les oxyures ou l'anguillulose. Et on a un deuxième groupe constitué par les plathelminthes, qui sont des vers plats. Et là, on a donc deux classes. On a les cestodes, qui sont hermaphrodites segmentés, qui n'ont pas de tube digestif, comme les ténias. Et on a les trématodes, qui sont non segmentés et qui ont un tube digestif, comme les bilharzies et les douves. Deuxième classification, la classification géographique. Donc, on a les helminthias qui sont cosmopolites, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, comme l'ascaris ou les ténias. Et on a les helminthias tropicales, donc on retrouve essentiellement dans les régions tropicales, comme donc, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, comme les anguillules et les ankylostopes. On va commencer par l'ascaridiose. L'ascaridiose, un parasite qu'on appelle Ascaris lombricoides. C'est une parasitose cosmopolite, la plus fréquente dans le monde. Elle touche un quart de la population mondiale, environ, notamment dans les pays en voie de développement. Elle provoque souvent des troubles importants, parfois graves. Sur le plan macroscopique, le parasite, c'est un ver blanc, ivoire ou rose de 15 à 25 cm qui vit dans l'intestin humain, notamment le génome. Il peut vivre 12 à 18 mois et il est spécifiquement humain, comme vous le voyez sur les photos. Le cycle de l'ascaridiose. Donc, l'être humain ingère le parasite, notamment les œufs,
embryonnés par la bouche à partir de l'eau contaminée ou de crudités mal lavées, contaminée. Donc, ces œufs embryonnés arrivent au niveau de l'estomac et se transforment en larves, stade 1. Ces larves vont se développer, ils vont atteindre le stade 2 au niveau du duodénum et passer donc à travers le tronc porte vers la circulation générale, vers le foie, les veines sucépatiques, le cœur droit. Ensuite, par l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire et les capillaires pulmonaires, ils vont arriver donc dans les alvéoles à partir des échanges alvéolo-capillaires, passer dans le poumon. Donc, au niveau du poumon, ils atteignent le stade 3, donc c'est des larves stade 3. Ensuite, à partir des alvéoles, ils vont remonter le poumon, remonter la trachée jusqu'au niveau du carrefour aérodigestif. Et là, donc, ils vont être déglutis et passer dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Et donc, arriver au niveau de l'intestin. Donc, ces larves vont se transformer en vers adulte. Donc, ce vers adulte qui va, donc, il y aura une fécondation et une ponte de non embryonnés donc, qui seront excrétés dans les selles. Et donc, ces œufs non embryonnés vont s'embryonner dans le milieu extérieur et donc contaminer une autre personne. Donc, tout ce cycle dure 9 semaines. Cliniquement, l'ascaridiose est souvent muette. Parfois, le diagnostic se fait par l'élimination spontanée d'un ascaris adulte. Donc, elle peut être symptomatique, soit à la phase aiguë, soit au stade de complication. Au stade pulmonaire, donc quand la larve elle est au niveau du poumon, on a des manifestations pulmonaires qu'on appelle le syndrome de Loeffler. Donc, c'est lors de la phase d'invasion. Ce syndrome, il est fait de toux sèche, de dyspnée modérée, de douleur rétrosternale. On peut avoir un fébricule. À l'auscultation, on peut avoir des rades sibilants diffus ou localisés. Et sur le plan radiologique, on a des opacités de taille et de nombre variables, labiles, qui disparaissent sans séquelles en quelques jours. Donc, en 6 à 12 jours. Sur le plan biologique, on peut avoir une hypereosinophilie dans 30 à 70% des cas. Donc là, on a vu le stade pulmonaire. Donc, quand la larve elle est au niveau du poumon, ensuite, donc elle va être déglutie, passer dans le tube digestif. Donc, arrivé dans le tube digestif, on a d'autres manifestations. C'est la phase d'état. Donc, c'est les manifestations qui sont dues au vers adulte. Donc, puisque dans le tube digestif, la larve qui était au stade 3 donc, va se développer et donc évoluer vers un vers adulte. Et donc là, on peut avoir des signes à type de nausée, de douleur abdominale, de diarrhée, des signes généraux, faciès sale et triste, regard éclatant, une anorexie, une fièvre avec des troubles caractériels et des manifestations allergiques. Concernant les complications, l'ascaridiose donc, peut avoir plusieurs complications. On peut avoir un tableau d'occlusion intestinale, donc, ou de syndrome subocclusif, dû à l'obstruction de l'intestin par un paquet d'ascaris, donc un paquet d'ascaris qui va boucher l'intestin. Un ictère par obstruction de la voie biliaire principale dû à l'obstruction du cholédoque par un ver adulte, des abcès hépatiques, une pancréatite aiguë due à l'obstruction du virsung par un ascaris adulte, et la mécanique. Le diagnostic au stade larvaire, donc on n'a pas d'œufs dans les selles, on peut avoir une hypereosinophilie sanguine et la sérologie peut être positive. Au stade vers adulte, on a une hypereosinophilie modérée, on retrouve les œufs d'ascaris. On peut le trouver également lors des examens endoscopiques, par exemple à la fibroscopie haute dans le duodénum ou lors d'une coloscopie, on peut les retrouver dans le côlon. On peut les voir aussi à l'imagerie, notamment à l'échographie abdominale. Pour le traitement de l'ascaridiose, le traitement curatif repose sur le flubendazole, fluvermal, donc comprimé à 100 mg, un comprimé matin et soir, donc on donne pendant 3 jours. On peut donner aussi le combantrin,
Donc, c'est des comprimés à 125 mg, ou bien chez l'enfant, donc pour la suspension buvable, on a une cuillère mesure de 125 mg. Donc, chez l'adulte, on donne 6 comprimés en une seule prise. Et donc, on peut aussi utiliser d'autres molécules comme l'albendazole, le Zintel ou le thiabendazole. La prophylaxie repose sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives. On voit ici l'issue d'un paquet d'ascaris par l'anus chez un enfant. On va passer à la deuxième parasitose, l'oxyurose, donc qui est très fréquente, que tout le monde connaît. C'est une parasitose cosmopolite, très fréquente, surtout chez l'enfant. Elle touche 1 milliard d'individus dans le monde. Elle est due à l'Enterobus vermicularis, l'oxyure femelle adulte, elle fait 9 à 12 mm. L'oxyurose est contractée par l'ingestion d'œufs embryonnés d'oxyure à partir d'aliments, de vêtements, de souliers. Les vont éclore dans l'estomac le duodénum et donc vont donner des larves. Ces larves vont migrer dans l'ilion terminal et le sécant, donc dans le capot iliosécal, et ils vont se développer et devenir adultes en 2 à 3 semaines. Ensuite, donc, ils vont s'accoupler, donc le mâle et donc le ver mâle et femelle vont s'accoupler dans le côlon, et donc la femelle adulte fécondée dans le côlon va migrer dans le rectum, où elle se fixe et elle descend la nuit vers la marge anale pour pondre des milliers d'œufs embryonnés. Donc, ceci explique le prurit anal qu'on retrouve généralement dans l'oxyurose. Donc, c'est quand la femelle va pondre ses œufs au niveau de l'anus. Donc, cliniquement, elle est souvent asymptomatique. On peut avoir un prurit anal, donc c'est le signe le plus fréquent, surtout nocturne, avec des lésions de grattage, notamment chez les enfants. On peut avoir également des douleurs abdominales ou une diarrhée faite de sel molle, une vulvovaginite chez la fille, et on peut avoir aussi une anorexie ou une irritabilité. Donc, le cycle du parasite, donc ingestion d'œufs embryonnés par la bouche, éclosion éclosion des larves dans l'estomac et le duodénum, donc, et ensuite migration des larves au niveau du capot iléosécal, où ils vont se transformer en vers adultes en 2 à 3 semaines. Ensuite, ils vont s'accoupler dans le côlon et la femelle fécondée donc va descendre au niveau va se fixer au niveau du rectum et elle descend la nuit au niveau de l'anus pour pondre ses œufs, ce qui entraîne le prurit anal. Le diagnostic de l'oxyurose, donc il est fait par la recherche de vers dans les selles. Donc on peut retrouver les vers dans les selles, c'est des petits vers blancs. Et on peut faire aussi un scotch test, donc on applique un morceau de scotch au niveau de l'anus pour essayer de récupérer des oxyures. Le traitement repose sur les antiparasitaires, le combantrin, 6 comprimés en une seule prise à renouveler après 15 jours, le fluvermal, 1 comprimé en une seule prise à renouveler après 15 jours, ou bien le Zintel. La prophylaxie, c'est le lavage régulier des mains. Chez les enfants, il faut couper les ongles très courts et les brosser régulièrement. Il faut aussi laver la literie et les sous-vêtements régulièrement. Et dans les formes récidivantes, en cas de récidive, il vaut mieux traiter toute la famille. Donc, traiter l'entourage, traiter les frères et sœurs et même les parents. On va aborder maintenant une parasitose qui est donc moins fréquente chez nous, l'angululose. Le parasite, c'est Strongyloides stercoralis. C'est un nématode, c'est un ver rond qui vit dans les régions chaudes et humides. Il est endémique dans les zones tropicales et subtropicales et quelques régions tempérées. On le retrouve en Afrique noire, en Amérique centrale et du Sud et en Asie du Sud-Est. Il vit dans la muqueuse duodéno-jejunale. Le principal réservoir de parasites est l'homme. On peut avoir des cas importés par des immigrés ou des voyageurs. La prévalence, elle est de 5 à 10% en zone endémique. Il touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Il faut noter la gravité de la forme maligne,
sur terrain immunodéprimé. Le cycle biologique, il faut d'abord distinguer les larves infestantes, strongyloïdes, et les larves non infestantes, rhabditoïdes. Donc, on a le cycle parasitaire. Ensuite, on a trois possibilités, soit un cycle court asexué, soit un cycle long sexué, soit un cycle d'auto-infestation. Donc, les larves strongyloïdes infestantes donc, passent à travers la peau saine. Donc, quand généralement l'individu marche pieds nus dans la boue, donc ils vont emprunter la voie sanguine ou lymphatique, passer dans la circulation générale, donc arriver au niveau des capillaires pulmonaires, passer dans les alvéoles, le poumon, la trachée, donc remonter la trachée, et comme on l'a vu tout à l'heure, donc être jusqu'au carrefour aérodigestif et être dégluti, et ensuite passer dans le tube digestif. Ces larves strongyloïdes arrivées au niveau de l'intestin vont se développer, donner des vers adultes. Ensuite, les femelles parthénogénétiques pondent dans la mesure dénogéginale un mois. Et donc, ces œufs vont donner des larves rhabditoïdes, donc non infestantes, qui vont être excrétées. Donc, voici le cycle du parasite. Aussi les larves rhabditoïdes, donc excrétées dans les selles, donc dans le milieu extérieur. Je me suis arrêté. Est-ce que j'ai parlé? Je me suis arrêté ici au niveau du cycle. Donc, je reprends le cycle de l'angululose. Donc, on a les larves rhabditoïdes qui sont excrétées dans les selles, qui vont se transformer dans le milieu extérieur en vers adultes, mâles et femelles, fécondation, ponte d'œufs non embryonnés qui vont s'embryonner dans le milieu extérieur, donner des larves donc strongyloïdes infestantes qui vont infecter infecter un sujet en traversant la peau. Ça, c'est le cycle long sexué. Il y a aussi un cycle court asexué quand les conditions extérieures sont défavorables. Donc, les larves rhabditoïdes vont se transformer directement en larves strongyloïdes infestantes. Et le troisième cycle, c'est le cycle d'auto-infestation qu'on va voir ici. Donc, les larves rhabditoïdes deviennent infestantes dans l'intestin et donc ils vont pénétrer à travers la muqueuse intestinale, aller dans la circulation au niveau du poumon, puis être déglutis dans l'intestin et se transformer en vers adultes. Ça, c'est le cycle d'auto-infestation. Donc, il peut durer plusieurs dizaines d'années. Donc, l'emballement, donc il faut noter l'emballement dans l'angululose maligne sur terrain immunodéprimé. Pour l'angululose commune, on a des signes cutanés à la phase d'invasion, à type d'éruption papuleuse au point d'inoculation, urticaire, prurite. On peut avoir donc des signes pulmonaires au stade de migration dans le poumon. C'est le syndrome de Loeffler qu'on a vu tout à l'heure. Les signes digestifs, on les retrouve à la phase d'état quand le parasite est dans l'intestin. On peut avoir une diarrhée chronique, alternance diarrhée-constipation, des nausées, des douleurs abdominales, parfois paroxystiques. Il y a un signe qu'on appelle un signe cutané qu'on appelle le larvacurens et qu'on retrouve en cas de cycle d'auto-infestation. C'est une dermite linéaire fugace par migration sous-cutanée d'une larve et qui est pathognomonique de l'angululose.
Dans 50% des cas, l'angululose est asymptomatique. On peut retrouver une hyperéosinophilie fluctuante dans 75% des cas. Et donc, il faut rechercher les parasites dans les selles et sur les biopsies duodénales. L'angululose maligne survient sur un terrain particulier, immunodéprimé, donc en cas d'infection à VIH ou en cas de corticothérapie. On a un emballement de l'auto-infestation et perte de la spécificité tissulaire, donc ce qui donne une dissémination larvaire multiviscérale, donc qui touche plusieurs organes, le foie, le rein, le poumon, le système nerveux central, et qui fait de l'angululose une parasitose opportuniste. La mortalité de cette angululose maligne est estimée environ à 30%. Sur le plan clinique, on a des signes digestifs à type de diarrhée profuse, avec parfois malabsorption, un iléus, une entérite ulcérative ou un saignement digestif. On a des signes généraux à type de fièvre, frisson, altération de l'état général. On peut avoir une atteinte du système nerveux central à type de méningite ou d'abcès cérébral, des pneumopathies, une hémorragie alvéolaire et même un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une atteinte cardiaque est possible, donc elle serait due à une hypertension artérielle pulmonaire qui donne une insuffisance cardiaque droite. Le diagnostic repose sur l'hyperéosinophilie qui est fluctuante et qu'on retrouve dans 40 à 60% des cas, et l'examen parasitologique des selles qui retrouve une pullulation larvaire. On peut retrouver aussi les larves dans le liquide d'aspiration trachéale, le liquide d'aspiration duodénal ou les biopsies duodénales également. Le traitement repose sur l'ivermectine, c'est le médicament qu'on donne en première intention à raison de 200 microgrammes par kilo jour en prise unique, avec une deuxième cure. En cas d'échec, on donne une deuxième cure à J15. On peut utiliser aussi l'albendazole ou le Zintel à raison de 15 mg par kilo jour ou 800 mg pendant 3 jours. Mais le traitement de référence reste le thiabendazole ou menthézole à raison de 50 mg par kilo jour en 2 prises pendant 3 jours. Une deuxième cure est souvent nécessaire après 15 jours. Dans l'angululose maligne, on utilise l'ivermectine à 200 microgrammes par kilo jour en prise unique pendant 2 jours, donc J1, J2, et on renouvelle ensuite pendant encore 2 jours à J15, J16, et on associe généralement des antibiotiques anti-bacilles gram négatifs en raison de l'atteinte multiviscérale et des surinfections. On va parler maintenant de l'ankylostomiase, donc les ankylostomes. C'est une parasitose cosmopolite qui est devenue tropicale, qui touche 1 milliard d'individus dans le monde. Les régions touchées, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale et du Sud, l'océan Indien, la Chine et l'Asie du Sud-Est. En plus, pour l'ankylostomia duodénale, on la retrouve dans les régions tempérées comme l'Afrique du Nord, mais aussi dans les mines et les tunnels. Donc, il y a 2 nématodes, c'est le Necator americanus et l'ankylostoma duodénal, qui sont des parasites exclusivement humains. C'est de petits vers hématophages qui sont enchâssés dans la muqueuse duodéno-jéjunale. Ils sont attachés généralement, comme on va le voir sur la photo, par les lames tranchantes ou les crochets de la capsule buccale, qu'on voit ici, donc les lames tranchantes et les crochets de la capsule buccale, donc qui vont leur permettre de s'accrocher à la muqueuse duodéno-jéjunale. Et donc, ceci va entraîner des lésions au niveau de la muqueuse intestinale avec des micro-hémorragies et des ulcérations qui vont permettre aux vers adultes de se nourrir de sang et en aspirant le sang et la lymphe et se nourrir également des débris de la muqueuse. La longueur des femelles elle varie de 9 à 13 mm. Pour les mâles, c'est 5 à 11 mm. Les parasites ont une longévité de 5 à 10 ans et l'ankylostoma duodénal est plus fréquente que le Necator americanus. Donc, la larve, donc on a les œufs ovoïdes qui contiennent des blastomères, la larve rhabditoïde qui va devenir stranguloïde, et au 5e jour, donc, on a une larve stranguloïde enkystée, infestante, qui peut vivre dans le milieu extérieur pendant 6 à 10 mois. Donc, la contamination se fait par voie transcutanée.
Donc voici le parasite. On voit comment le parasite s'accroche à la muqueuse intestinale, duodéno-jejunale par les lames tranchantes et les crochets. Le cycle de l'ankylostomose, donc le parasite, la larve infestante ou strongyloïde va passer à travers la peau, généralement au niveau des pieds, quand le sujet marche pieds nus dans les eaux boueuses ou fécalisées, mais aussi dans les mines. Donc c'est une pathologie qu'on retrouve chez les mineurs. Et donc le parasite va passer dans la peau, passer à travers la peau. Donc, au niveau de la peau, il va entraîner une dermatite prurigineuse qu'on appelle la gourme des mineurs. Ensuite, il va emprunter la circulation générale jusque arriver dans le poumon, par les capillaires pulmonaires. Donc, il va passer dans les alvéoles puis le poumon. Et cette phase de migration vers le poumon dure de quelques jours à 3 semaines. C'est ce qu'on appelle le kata des gourmes. Ensuite, donc à partir du poumon, il va remonter comme d'habitude la trachée et passer donc dans le tube digestif, être dégluti dans le tube digestif. Et il va arriver au niveau, donc le parasite va arriver au niveau du duodénum. C'est la période d'état ou chronique, qui est une duodénite passagère correspondant à l'implantation des parasites dans le duodénum et qui va entraîner des troubles digestifs chroniques. Donc, passage transcutané, passage dans la circulation jusqu'au poumon, ensuite remontée de la trachée, carrefour aérodigestif, passage déglutition, passage dans le tube digestif jusqu'au niveau du duodéno-jejunum. Et donc, ces larves vont vont se développer, donner des vers adultes dans l'intestin. Ces vers vont féconder, mâles et femelles vont féconder, et donc pondre des œufs non embryonnés dans le milieu extérieur. Et ces œufs non embryonnés dans le milieu extérieur vont se transformer en larves rhabditoïdes, non infestantes, qui va elle-même se transformer par la suite en larve strongyloïde. Donc l'ensemble du cycle dure 50 à 60 jours. Donc là, on était à la phase d'état, donc la phase intestinale. Donc là, on a des troubles digestifs. Et il faut donc noter aussi la présence d'une anémie dans les infestations importantes où il y a des lésions importantes de la muqueuse intestinale. Donc on a parlé tout à l'heure des micro-hémorragies avec les ulcérations. Donc ceci va donner des saignements occultes, non extériorisés et qui est donc source d'anémie microcytaire de type microcytaire et hypochrome. Cette anémie se voit surtout chez les enfants et les femmes enceintes et elle est d'installation progressive. Le diagnostic repose sur le séjour en zone d'endémie, tropicale ou subtropicale, ou bien une profession exposée comme la profession de mineur. Cliniquement, on a la phase respiratoire, c'est le syndrome de Loeffler, et ensuite la phase intestinale où on peut avoir des douleurs abdominales et de la diarrhée. En cas d'infestation importante, et surtout on a vu chez les enfants et la femme enceinte, on peut avoir une anémie microcytaire hypochrome. On peut avoir aussi sur le plan biologique une hyperéosinophilie sanguine et le diagnostic de certitude repose sur la découverte des œufs dans les selles. Le traitement repose sur toujours les dérivés imidazolés, le flubendazole, fluvermal, 2 comprimés à 100 mg par jour pendant 3 jours, ou bien le mébendazole 200 mg par jour pendant 3 jours. Et également,
le Zentel 400 mg en prise unique. Il faut aussi donc traiter l'anémie soit par des culots globulaires si l'anémie est sévère, sinon par l'association de fer avec l'acide folique. On va maintenant parler de la trichocéphalose. Donc, le parasite, c'est Trichurus trichura. Donc, c'est des vers implantés dans la muqueuse colique de 35 à 50 mm. Dans la partie antérieure, comme on le voit sur la photo, la partie antérieure, elle est effilée et enfoncée dans la muqueuse, cécale. Et la partie postérieure, elle est pendante dans la lumière intestinale. Ce sont des vers hématophages qui siègent généralement au niveau du carrefour iléocécal. Donc, les œufs ont une coque double et épaisse et ils ne sont pas infestants lorsqu'ils sont émis. Nécessité de la maturation des œufs dans le milieu extérieur en 6 à 12 mois. Et la contamination se fait par voie orale, par l'eau polluée ou les crudités mal lavées ou bien des mains souillées par la terre. C'est une parasitose intestinale cosmopolite. Elle est favorisée aussi par l'usage d'engrais humains, mais elle est rare dans les pays tempérés où le niveau d'hygiène est plus élevé. Le cycle du parasite, donc les œufs embryonnés sont ingérés donc, par la bouche. Au niveau de l'intestin, donc de l'intestin grêle, donc on a une larve qui va donc se développer et se transformer en ver adulte dans le côlon, notamment dans le côlon proximal ou le carrefour iléocécal. Et donc, ces vers adultes vont s'implanter à ce niveau et après fécondation, donc on aura une ponte de non embryonnés. Donc, ils vont s'embryonner dans le milieu extérieur. Donc, voici le parasite avec son extrémité effilée, son extrémité antérieure effilée, l'extrémité postérieure qui est renflée en massue, donc elle est pendante dans la lumière intestinale. Et on voit aussi le parasite du point de vue microscopique. Le diagnostic de la trichocéphalose, c'est une parasitose qui est souvent asymptomatique. On peut avoir des formes symptomatiques chez l'enfant et les sujets immunodéprimés. Il y a des formes mineures et une forme majeure. La forme majeure donc, comporte 3 tableaux cliniques. Il y a d'abord l'entérite trichocéphalienne qui se manifeste par des douleurs abdominales avec diarrhée et déshydratation, l'appendicite à trichocéphale et la rectocolite à trichocéphale, donc qui est la plus fréquente et qui donne un syndrome dysentérique avec ténèse, méprinthe, un tableau qui évoque une rectocolite ulcéro-hémorragique. D'ailleurs, à la rectoscopie, on retrouve une muqueuse hyperémie avec parfois des ulcérations et de multiples vers fichés dans la muqueuse qui pleurent le sang. L'éosinophilie, elle est absente ou modérée. On peut mettre en évidence les œufs dans les selles par examen direct et par examen de concentration. On peut mettre aussi en évidence les vers adultes au niveau du rectum ou du côlon à l'occasion d'un examen endoscopique, donc à l'occasion d'une coloscopie. Le traitement repose sur le flubendazole, 2 comprimés par jour pendant 3 jours, avec renouvellement de la dose à J15. Donc, la prophylaxie repose sur l'hygiène personnelle. Il faut bien laver aussi les légumes, les fruits, donc les crudités en général, et lutter contre le péril fécal.
L'anisakiase est une parasitose cosmopolite. Elle est observée surtout au Japon et en Europe du Nord, comme les pays scandinaves ou les Pays-Bas. Elle est due à l'infestation du poisson ou des mammifères marins, comme la baleine. Le parasite, c'est Anisakis spp. La contamination de l'homme se fait par l'ingestion de larves dans le poisson cru ou peu cuit, comme donc la consommation de sushi. L'homme est un hôte intermédiaire. L'hôte définitif, c'est les mammifères marins, comme la baleine, le dauphin ou le phoque. Ce parasite peut provoquer un choc anaphylactique chez des personnes sensibilisées. Cliniquement, donc, on retrouve des formes pseudo-ulcéreuses quand il se fixe au niveau de l'estomac ou du duodénum. Des formes iléales, quand la larve se fixe au niveau de l'ilion, on peut avoir donc un tableau d'obstruction intestinale. Et on peut, comme on le voit ici sur la photo, on peut voir le parasite à l'endoscopie. Donc ici, on retrouve donc une larve de 2 cm et on peut donc l'extraire avec la pince à biopsie ou la pince à corps étranger. Maintenant, on va parler d'une autre parasitose, la trichinose. La trichinose, c'est une nématodose cosmopolite. C'est un ver rond de très petite taille. C'est la Trichinella spiralis. Le mâle, il fait 1,5 mm. La femelle, elle est plus grande, elle fait 3 mm. Donc, on a la présence de vers adultes dans l'intestin et les larves dans les masses musculaires. La contamination se fait par l'ingestion de viande crue ou mal cuite, notamment la viande de porc, mais aussi le sanglier et le cheval. Les larves deviennent des vers adultes dans l'intestin, puis passent dans la circulation générale, comme on l'a vu tout à l'heure, les capillaires, puis le cœur droit, puis le cœur gauche. Et donc, à partir du cœur gauche, ils vont emprunter l'aorte et être donc passer dans la circulation générale. Et il y aura une dissémination, donc avec une fixation dans les muscles. Et donc, ceci survient 10 à 12 jours après la contamination. Donc, cliniquement, après un repas contaminant, on a une phase de migration larvaire qui se caractérise par des douleurs abdominales, diarrhée, vomissement, avec une fièvre élevée à 39-40. Et ensuite, on a une phase de dissémination larvaire entre le 10e et 20e jour. Donc, après que les larves ont disséminé, se sont fixées au niveau des muscles, on a une fièvre en plateau, une altération de l'état général, des myalgies intenses, donc dû à la fixation des larves au niveau des muscles, et des œdèmes de la face. Donc là, on peut avoir à ce moment-là des complications graves, voire mortelles, comme la myocardite ou l'encéphalite, ou bien l'œdème aigu du poumon. Et les myalgies peuvent persister pendant plusieurs mois. Le diagnostic repose sur l'hyperosinophilie sanguine, qui est importante, donc qui touche 50 à 65% des leucocytes, un syndrome inflammatoire marqué. On a aussi une élévation des enzymes musculaires comme la CPK ou la LDH, donc il y a une nécrose musculaire due donc à l'atteinte musculaire. La sérologie, elle est positive après 3 semaines, donc on peut retrouver des anticorps spécifiques. Et la biopsie musculaire, elle est positive après 3 à 4 semaines. Et au niveau des muscles, on peut trouver des larves enkystées. Donc on voit ici les vers ronds, donc le parasite. Le traitement repose sur l'albendazole, Zentel, 800 mg par jour, en 2 prises chez l'adulte et 15 mg kilo en 2 prises chez l'enfant, associé aux corticoïdes, prédnisons.
Donc, voici le cycle de la trichinose. On va passer rapidement. On va maintenant parler des ténias. Les ténias que tout le monde connaît. Les ténias, donc, sont des vers longs. C'est des vers plats ou platelments. Ils sont longs, rubanés, segmentés. Ils sont hermaphrodites, appartiennent à la classe des cestodes. C'est des parasites du tube digestif des vertébrés. On a deux espèces principales, le Taenia saginata, où donc l'hôte intermédiaire sont les bovidés ou le bœuf, et l'hôte définitif est l'homme. Et le Taenia solium, où l'hôte intermédiaire est le porc, et l'hôte définitif est l'homme. On a d'autres variétés, le Taenia asiatica, où l'hôte intermédiaire est également le porc, mais le parasite siège surtout dans le foie et les viscères, et le Taenia pisiformis pour le chien et le chat. Les Taenia sont de répartition cosmopolite. Le Taenia saginata est de loin le plus fréquent. Il toucherait environ un demi-million de personnes en Europe chaque année. On le retrouve aussi en Afrique de l'Est et en Asie centrale. Le Taenia solium se retrouve dans certains pays d'Europe, du Sud et dans plusieurs pays tropicaux. Pardon. Le Taenia saginata est un parasite cosmopolite de l'intestin grêle humain. C'est un ver plat de grande taille, de 4 à 10 mètres, segmenté en 1000 à 2000 anneaux. Et il est en général isolé, donc il y a un seul ver, c'est pour ça qu'on l'appelle le ver solitaire. Le cycle, donc l'hôte définitif, c'est l'hôte qui héberge le parasite à l'état adulte et chez lequel le parasite va effectuer sa reproduction sexuée. Et l'hôte intermédiaire, c'est l'hôte qui héberge le parasite au stade de larve, donc au stade larvaire, et chez lequel le parasite va subir un certain nombre de modifications lui permettant de devenir infectant, donc atteindre sa forme définitive. Le cycle de contamination des Taenia, donc la tête du ver ou scolex adhère par des ventouses à l'intestin grêle. Les anneaux à maturité se détachent du parasite, migrent dans le côlon et franchissent activement l'anus en commençant à pondre des œufs ou embryophares. Des milliers d'anneaux sont émis par ce ver de plusieurs mètres de long et chaque anneau contient des milliers d'œufs. Ces œufs sont très résistants et disséminés dans le milieu extérieur. Ils sont ingérés par les bovins. Donc, après ingestion, donc, les embryons vont gagner les muscles pour se transformer en larves qui vont contaminer la viande. La contamination de l'homme se fait par l'ingestion de viande crue ou insuffisamment cuite, contenant des larves vivantes. Dans le jejunum, la larve atteint le stade adulte en 3 mois. C'est la durée entre la contamination et l'émission d'anneaux. La longévité d'un ver non traité peut dépasser 30 ans. Donc, il peut vivre très longtemps. Donc, les larves infestantes sont détruites par la cuisson au-delà de 45 degrés et également par la congélation prolongée. Donc, voici le cycle du parasite. Donc, on a ici donc, les scolex qui permettent au Taenia de se fixer à l'intestin. On a aussi ici donc les anneaux. On a des milliers d'anneaux et chaque anneau contient des milliers d'œufs. Donc, vous imaginez un peu donc, le degré de contamination. Les signes cliniques, le téniasis est cliniquement latent et révélé parfois par la découverte d'anneaux dans les sous-vêtements ou la literie. Il peut être symptomatique et donner des signes digestifs à type de douleur abdominale, de sièges variés. Ces douleurs abdominales peuvent simuler un ulcère ou une pancréatite. On peut avoir aussi des nausées, une alternance diarrhée-constipation, des signes généraux à type d'asthénie, de perte de poids, des troubles de l'appétit à type d'anorexie ou de boulimie,
puisque le ver mange avec son hôte, donc s'alimente avec son hôte, des signes neuropsychiatriques, à type de troubles du sommeil ou troubles du caractère. On peut avoir aussi des signes cutanés allergiques comme l'urticaire, ou bien des signes cardiovasculaires à type de palpitation, ou bien une dyspnée. Les complications, donc il faut savoir qu'elles sont exceptionnelles. Le diagnostic repose sur l'hyperéosinophilie modérée, qui est possible dans les 3 premiers mois d'évolution, donc pendant la durée d'incubation. L'identification des anneaux, donc ils sont vivants et mobiles dans les selles, ou bien ils sont, donc c'est des anneaux morts desséchés quand on les retrouve dans la literie ou les sous-vêtements. Donc il ne faut pas confondre les anneaux avec des ascaris ou des oxyures. Le diagnostic est fait aussi par la découverte des œufs dans les selles, par un examen parasitologique standard ou bien un scotch test anal. Le traitement repose sur 2 molécules très actives, le niclosamide ou trédémine et le praziquantel. La prévention, donc pour la prévention, les contrôles vétérinaires sont insuffisants pour éviter tout risque de contamination. Il ne faut pas utiliser les engrais humains qui peuvent contenir le parasite. Et la prévention individuelle repose sur la consommation de viande suffisamment cuite, donc il faut faire bien cuire la viande pour détruire le parasite. Et aussi, la viande, donc il faut conserver la viande par la congélation et non pas la mettre au réfrigérateur, parce que la congélation à moins 15 degrés donc détruit aussi le parasite. Maintenant, on aborde une autre parasitose qui n'est pas fréquente chez nous, mais qu'on retrouve dans le bassin méditerranéen, particulièrement en Égypte, mais aussi dans d'autres régions tropicales. C'est les schistosomoses. Ce sont des vers plats hématophages de la famille des plathelminthes. Il y a 3 familles principales. Le groupe Monsoni, Schistosoma monsoni, qui est responsable de la bilharziose intestinale. Schistosoma amatobium, qui est responsable de la bilharziose urinaire. Schistosoma intercalatum, qui donne la bilharziose colique, la forme colique. Et le groupe Japonicum, on a Schistosoma japonicum et Schistosoma bekongi, qui donne la bilharziose artério-veineuse. Donc, c'est la 2e endémie parasitaire mondiale après le paludisme. Elle est connue depuis l'Antiquité, notamment en Asie et en Égypte. Elle touche 180 millions d'individus dans le monde pour environ 280 000 décès par an. Donc, elle est présente dans les zones tropicales et subtropicales, particulièrement en Afrique, dans donc 85% des cas, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud et dans le bassin méditerranéen. Donc, l'Égypte est un foyer important de bilharziose, puisque le parasite vit dans les eaux du Nil. Il existe des foyers dans 78 pays. Et donc, ce parasite a été découvert en Égypte en 1952 par le pathologiste allemand Theodor Bilharz. Donc, voici donc des photos de parasites au microscope. Donc, ils font 10 à 15 mm de longueur. Donc, ici, on a les caractéristiques des différentes variétés de schistosomes. Le cycle de vie de la bilharziose. Le schistosome est un parasite vivant qui vit en eau douce. L'hôte intermédiaire, c'est un mollusque d'eau douce, comme par exemple l'escargot. Et donc, ce mollusque, il est spécifique pour chaque espèce de schistosome. L'hôte définitif, c'est un mammifère, soit l'homme, soit le rat, soit le bœuf.
l'hôte s'infeste par voie transcutanée en nageant dans des eaux douces contaminées et les parasites infectent les vaisseaux de l'appareil digestif ou génito-urinaire. Il faut souligner que la bilharziose est une maladie chronique, c'est-à-dire une fois le sujet infecté, la maladie passe à la chronicité. Donc rapidement, ici on a le cycle du schistosome. Cliniquement, les signes initiaux, c'est d'abord une dermite prurigineuse, plus ou moins intense. Ensuite, à la phase aiguë, on a la fièvre de Katayama, donc au Japon, due à Schistosoma japonicum, ou bien ce qu'on appelle la fièvre des safaris, due à Schistosoma monsoni. On peut avoir aussi un urticaire, des céphalées et une hypereosinophilie. Ensuite, on a des signes cliniques selon la localisation. Pour la bilharziose urinaire, on peut avoir une hématurie terminale, une dysurie, une polachyurie. Pour la bilharziose intestinale, des signes digestifs à type de diarrhée ou de syndrome dysentérique. Pour les localisations hépatospléniques, donc ça peut donner donc une hépatosplénomégalie. Sur le plan biologique, on a une hypereosinophilie. La bilharziose peut donner peut-être à l'origine de certaines complications. Les complications hépatospléniques, on a essentiellement l'hypertension portale présinusoïdale, avec donc les complications de l'hypertension portale que vous connaissez. Les complications génitales, on peut avoir un retard pubertaire, une salpingite, une stérilité, des fistules vésico-vaginales, des prostatites ou une hémosperme. D'autres complications peuvent aussi survenir, des complications cutanées, pulmonaires ou rénales à type de glomérulonéphrite. Le diagnostic repose sur l'identification des œufs caractéristiques dans les selles ou dans les urines, ou bien sur les biopsies rectales ou vésicales. Les tests sérologiques peuvent être sensibles et spécifiques, mais ne procurent aucune information ni sur la charge parasitaire, ni sur l'état clinique du patient. Le traitement repose sur le praziquantel ou biltricide, donc non commercial, en cure unique à répéter après un mois. Donc on donne 40 mg par jour, par kilo jour en 2 prises, quand on est en présence de Schistosoma matobium monsoni ou intercalatum, et on donne 60 mg par kilo jour en 3 prises en présence de Schistosoma japonicum ou Mekongii. Le traitement doit être commencé 6 à 8 semaines après la dernière exposition et on doit contrôler, donc donc 6 semaines après le traitement, on doit contrôler la disparition des œufs. Si les œufs persistent, il faut répéter le traitement. On donne aussi des corticoïdes en cas de symptômes sévères. Dernière parasitose, la dystomatose hépatobiliaire, ou ce qu'on appelle la grande douve du foie, c'est Fasciola hepatica, c'est un ver plat non segmenté de 3 cm. Donc, il vit dans les voies biliaires des hommes et des animaux. L'hôte intermédiaire, c'est un mollusque. C'est une parasitose cosmopolite, mais qu'on voit particulièrement dans les régions d'élevage. La contamination se fait par l'ingestion de végétaux aquatiques contaminés par les lacs, comme par exemple les algues ou le pissenlit. Donc la larve traverse l'estomac et donc va passer dans le foie. L'incubation dure 1 à 3 semaines. À la phase d'invasion, on a une hépatite toxi-infectieuse avec fièvre, asthénie, prurite, urticaire et des douleurs de l'hippocampe droit avec parfois une hépatomégalie. Et lors de la phase d'état, donc 3 à 6 mois plus tard, on retrouve, donc on a toujours des douleurs de l'hippocampe droit avec une fièvre irrégulière. On peut retrouver des signes d'angiocolite du fait
du passage du parasite dans les voies biliaires et l'évolution vers la cirrhose est possible. Le diagnostic repose sur donc la notion de comptage, l'hyperéosinophilie, la sérologie qui est positive lors de la phase d'invasion, la présence d'œufs dans les selles ou dans les tubages et l'imagerie. Le traitement repose sur le butyricide, donc praziquantel, ou bien le tricarbendazole. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les parasitoses intestinales. Merci Zmiri. Il n'y a pas de quoi. Tu réponds aux questions? Oui, je suis prêt. Je ne sais pas d'abord s'il y a des éclaircissements à donner. C'est écrit QR. Est-ce que ça va, il n'y a pas eu de problème technique? Non, ça va. Pour la deuxième partie, très bien. Tout est passé, c'est bon. Donc maintenant, j'attends les questions des étudiants. Eh bien, ils les ont posées. Là où c'est écrit QR. Oui. Bon, alors, je commence à répondre. Première question. Comment répondre oralement? C'est quoi la différence entre traitement de référence et le traitement de première intention? Alors, le traitement de première intention, c'est celui qu'on donne en premier, c'est-à-dire même si on a c'est-à-dire si on n'a pas le traitement de référence. Maintenant, si on dispose du traitement de référence, on peut donner aussi le traitement de référence. Mais si le traitement de référence, par exemple, là j'ai parlé par exemple tout à l'heure du menthézole, traitement de référence, et l'ivermectine pour l'angululose pour le traitement de première intention. Donc si on n'a pas le traitement de référence, on donne le traitement de première intention. Maintenant, si le traitement de référence est disponible, on peut le donner directement. Est-ce qu'on doit apprendre tous ces parasites? Non, bon, je pense que il ne faut pas les connaître tous, il faut connaître les parasitoses les plus fréquentes, notamment chez nous, et les plus importantes et les plus fréquentes, notamment chez nous, c'est-à-dire pour pouvoir les diagnostiquer et aussi traiter les malades. Donc, d'abord, connaître les parasitoses qui sont fréquentes chez nous, comme par exemple l'oxyurose, il y a aussi l'ascaridiose qu'on peut retrouver aussi chez nous. Il y a d'autres, la bilharziose, bon, il y a quelques foyers. Il y a aussi les ténias aussi, on en voit de temps en temps. Donc, les ténias aussi, c'est à connaître et savoir comment les traiter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des parasitoses qui sont fréquentes dans les zones tropicales, dans les régions tropicales et qu'on ne voit pas beaucoup chez nous. Hein, donc, bon, on ne les connaît pas bien. Pourquoi associe-t-on des corticoïdes dans le traitement de la trichinose? Bon, les corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires, ça agit sur l'inflammation, donc ça reste donc un traitement symptomatique. Mais le traitement de la parasitose, c'est les anti-helminthiques, c'est les antiparasitaires. Donc les corticoïdes, c'est un traitement symptomatique. Par exemple, on a vu dans la bilharziose, par exemple, quand il y a des symptômes sévères, on peut donner des corticoïdes. Voilà, dans le... Donc on base sur quoi? Bon, moi, dans mon exposé, j'ai détaillé surtout donc les 4 premières parasitoses, les plus fréquentes chez nous, ascaridiose, oxyurose. J'ai détaillé aussi l'angululose et l'ankylostomiase parce que c'est des parasitoses qui sont quand même fréquentes dans le monde, de par le monde, mais qu'on retrouve surtout dans les régions tropicales, mais qui touchent quand même beaucoup de gens et on peut retrouver chez nous quand il y a un séjour en zone d'endémie ou par exemple chez
des voyageurs, parce il y a des gens qui se déplacent beaucoup, qui voyagent beaucoup de par leur profession, donc ils se déplacent un peu partout dans le monde, donc ils peuvent importer la maladie, c'est quand même donc des parasitoses à connaître. Donc je parle de l'anguillose et l'ankylostomiase. Maintenant, les ténias aussi, il faut les connaître, le téniasis, notamment le ténia saginata, donc qui est transmis par le bœuf, le ténia solium qui est transmis par le porc, donc il n'existe pas chez nous. Voilà. Pour la chiurie, donc je te renvoie au cours de sémiologie. Pour la chiurie, c'est une fréquence élevée des urines, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui urine beaucoup, qui va plusieurs fois pour uriner au cours de la journée. Merci. Bon, merci à vous de m'avoir écouté et j'espère que j'ai été quand même assez clair pour des pathologies qui sont pas faciles, voilà, un petit peu compliquées. Tu as répondu à toutes les questions. J'ai répondu aux 6 questions normalement. Ah bon? Attends, non, il reste, non. Oui, pour l'anisakiase, bien sûr, il faut faire attention quand vous consommez des sushis, parce que c'est du poisson cru, donc il peut y avoir une transmission par le poisson cru ou le poisson qui n'est pas bien cuit. L'idéal, c'est de manger du poisson bien cuit, mais bien sûr, il y a un risque. Bon. Oui, bien sûr. Chez les femmes enceintes, moi, je suis tout à fait d'accord pour interdire les sushis pour les femmes enceintes à cause du risque d'anisakiase. Tu me rejoindrais. Parce qu'il a terminé, il a fini.